On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, on parlait hier de piraterie, hein? Les Américains qui ont arraisonné, on dit, un bateau, puis qui ont volé le pétrole. Et on a demandé à Trump, qu'est-ce qui va arriver avec le pétrole? Puis il a dit, je pense qu'on va le garder. Est-ce que c'est un accident de parcours ou c'est vraiment une stratégie là, adoptée par le gouvernement? Non, il y a une stratégie, puis le ton a monté encore. Pour le bénéfice des auditeurs, en passant, piraterie, c'est le terme qui a été utilisé par le gouvernement au Venezuela. Légalement, on ne peut pas dire encore que c'est de la piraterie. Donc, ça correspond à un vocabulaire, ça correspond à des termes juridiques qu'on pourrait utiliser. Donc, mais on a effectivement donc arrêté ce navire, puis le président interrogé sur la cargaison disait, on va la garder. Donc, aujourd'hui, on est allé un peu plus loin que ça. Puis encore une fois, il faut faire un long détour pour arriver à parler de ce qui est à l'origine de cette tension qui monte entre les États-Unis et le Venezuela, c'est-à-dire la lutte contre la drogue. Aujourd'hui, ce que l'administration Trump a décidé de faire, c'est de sanctionner 3 des neveux du meneur, du président Maduro, et 6 compagnies qui effectuent le transport de produits pétroliers. Donc, on a dit ces gens-là contreviennent à notre réglementation puis aux lois, dans le sens où ce pétrole-là, ils le transfèrent de manière illégitime à des pays qui sont sous sanctions américaines. On peut penser, par exemple, à l'Iran. Dans tout ce que je viens de te dire, il y a des choses là-dedans, bien sûr, qui sont vraies, qui sont avérées. Donc, on parle des neveux, on parle des compagnies, mais il n'est pas question de drogue là-dedans. Le lien avec la drogue, c'est que, bien sûr, le Venezuela, en agissant ainsi, en fournissant du pétrole, se sert ensuite de l'argent pour faire entrer de la drogue aux États-Unis. Ce qu'aucun chiffre ne vient, ou ce qu'aucun expert ne vient, ou un spécialiste ne vient valider. Mais donc, on est de plus en plus loin, ça semble de plus en plus ténu, le lien entre le prétexte officiel, on s'en prend au Venezuela pour limiter l'entrée de la drogue aux États-Unis, et de plus en plus, on va vers des pressions contre le gouvernement de M. Maduro. D'ailleurs, c'est le message littéralement qu'on a lancé à M. Maduro. Soit vous changez, hein, soit vous démissionnez, vous partez, soit vous payez le prix si vous restez là. Donc, on est toujours à la limite dans ce que les Américains ont le droit ou la légitimité de faire comme action. Et ça semble de plus en plus, on l'a toujours soupçonné, ou on l'a toujours de plus en plus directement lié à la présence de Maduro. Et pendant ce temps-là, son opposante, Mme Machado, a reçu le prix Nobel de la paix officiellement, et elle a dit que ce sont les Américains qui l'ont aidé à quitter le Venezuela. Donc, je te disais hier, l'expression populaire « tout est dans tout », ça se recoupe. Il y a des fils qu'on commence à être en mesure d'attacher. OK, si on fait la liste là, des pays là, les plus importants exportateurs de drogue, OK, là, les pays qui exportent le plus de drogue aux États-Unis, je suis convaincu que le Venezuela est même pas dans le top 5. Je suis sûr de ça. Assurément. Et ça ne veut pas dire, quand on mentionne ça, qu'on encourage le régime Maduro, qu'il n'y a pas de corruption dans son gouvernement, qu'il n'y a pas des actes illégaux qui se font. On parle du prétexte officiel invoqué par les Américains. Et tu fais bien de le mentionner, on aurait plusieurs autres pays auxquels on devrait s'en prendre, on aurait plusieurs autres cibles, si finalement l'objectif ultime, c'est de protéger les citoyens américains. Parce que c'est ça, quand on dit qu'on lutte contre la drogue, c'est cette drogue qui entre à la frontière. Donc, ce serait plus compliqué, on l'avouera, de s'en prendre au Mexique, mais c'est beaucoup par là que ça entre. Exactement. Puis tu sais, si tu veux vraiment lutter contre le trafic de drogue, essaie de diminuer la demande. Le peuple américain est le peuple qui consomme le plus de drogue illégale dans le monde. Pourquoi? C'est une bonne question à se poser. C'est un peu ce que Mme Sheinbaum a répondu d'ailleurs à la présidente du Mexique quand le ton était plus vigoureux, beaucoup moins poli ou réservé entre elle et le président américain. Elle avait dit, peut-être que ça passe par chez nous, mais c'est parce que c'est pour nourrir, hein, c'est pour soutenir la demande qui vient de chez vous. Mais ça, c'est un sujet, puis ça vaut pour les démocrates aussi. On s'interroge peu souvent sur les causes profondes des phénomènes, puis on lutte contre des manifestations qui sont spectaculaires. Là. La consommation de drogue, c'est ahurissant aux États-Unis,
mais on s'intéresse trop peu aux origines de cette problématique-là. Oui. Donc, on ne soigne que ce qui est apparent, pas Alors, ce qui couvre. ta chronique pourrait s'appeler Une autre affaire. Ça fait que là, alors, une autre affaire, c'est que là, les États-Unis veulent se retirer peut-être de l'OTAN. C'est quoi ça? Oui, je ne pense pas en passant que ça va se produire, en tout cas OK. pas à très court terme, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle. C'est-à-dire que qui aurait imaginé, toi, moi, plusieurs des auditeurs, je pense, qui sont à l'écoute, qui aurait imaginé il y a 4 ans ou il y a 15 ans que les Américains puissent, que certains Américains et des républicains puissent penser à abandonner l'OTAN? Pourtant, il y a un projet de loi qui a cheminé à la Chambre des représentants et au Sénat, un porté par le représentant républicain Thomas Massie, l'autre c'est Mike Lee, donc qui est le sénateur républicain. On a fait circuler ce projet de loi-là à la Chambre et au Sénat. Ça prend beaucoup encore. Il faut aller chercher des majorités dans les deux chambres et il faudrait que le président accepte de signer. Mais ça va avec ce renversement de position aux États-Unis. On le dit dans le nouveau plan de sécurité nationale américain, c'est difficile de faire plus dur à l'endroit, par exemple, de l'Union européenne et de l'OTAN que dans la nouvelle stratégie de l'administration. Est-ce qu'on irait jusqu'à quitter l'OTAN? C'est un grand pas qu'on ferait. Et là, on va chercher, je pense que les démocrates vont s'opposer, mais on va aller chercher beaucoup de républicains qui n'aimeront pas entendre ça non plus. Beaucoup de républicains, pendant des années, c'est ceux qui étaient derrière les actions militaires américaines, les plus prononcées. Puis ils savaient qu'on devait jouer en équipe, qu'on devait jouer dans ces regroupements visant à assurer la défense en partie de l'Amérique, mais des intérêts européens aussi. Donc, tout ça pour dire, je pense pas que, pour être clair, je pense pas qu'on va voir ça bientôt, mais qu'on soit en train de discuter tous les deux de projets de loi, Chambre et Sénat, disant que les États-Unis pourraient se retirer de l'OTAN, ça nous montre bien qu'on chemine, puis peut-être pas dans le sens, en tout cas, comme Canadiens et Québécois, pas sûr que je veux qu'on aille dans cette direction-là. L'OTAN, pardon, sans les États-Unis. Oui. C'est comme les Américains disaient, on est tanné de tenir le parapluie, là, puis de vous protéger toute la gang, là, fait que tenez votre propre parapluie, puis nous autres, on s'en va chez nous. Ben, ça s'est dit de différentes façons. Donald Trump a été beaucoup plus dur puis beaucoup plus cavalier dans sa façon de l'exprimer. Il y a des présidents démocrates avant qui avaient clairement laissé entendre que c'était vrai pour l'ONU, c'était vrai pour l'OTAN. Les États-Unis en font beaucoup, souvent plus que leur part. On pourrait dire en même temps, ça les sert souvent, ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils tiennent le parapluie, comme tu dis. C'est un peu le bully dans la cour d'école là, qui attend qu'on lui apporte. Mais de là à se retirer de l'organisation, les pays européens le savent, les dirigeants européens le savent, mais je pense que s'il y avait encore des doutes sur le fait que ça pressait peut-être de mieux s'équiper militairement, mais surtout de jouer en équipe et de se tenir malgré des objectifs qui sont différents au sein de l'Union européenne, je pense que là, on va accélérer la cadence. En tout cas, il le faut si les Européens souhaitent préserver ce qu'ils ont présentement. Plutôt qu'à aider les Européens, on va se coller sur Poutine. C'est quand même, c'est assez surréaliste. Merci beaucoup, Luc. Géographiquement, entre les États-Unis et la Russie, Richard, on est dans une position qui est géographiquement assez inconfortable. Ben oui. Salut, à demain. Salut.